Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Voici les titres du journal. Un colloque sur les enjeux de l'approche continentale. L'Afrique résolue à prendre son destin en main. Hier, le président de l'Union africaine s'est exprimé sur le sujet. Des précisions à suivre dans cette édition d'information. 88 milliards de francs guinéens pour financer une campagne triennale. Tout est prêt pour lancer le recensement national de l'agriculture et de l'élevage. L'opération ira de 2018 à 2021. Coopération Guinée-Maroc, les rideaux sont tombés sur les 36e journées culturelles des étudiants guinéens au royaume chérifien. L'événement a regroupé des Guinéens venus de toutes les provinces du Maroc. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Les derniers échos de la visite d'État du président Alpha Condé en France. Hier, il a tout d'abord reçu en audience les ministres français des Affaires étrangères et des Finances, puis des hommes d'affaires du MEDEF. Les entretiens ont porté sur les opportunités d'investissement en Guinée. Sous son leadership, la Guinée a connu plusieurs réformes pour assainir le climat des affaires et veut axer son développement sur l'agro-industrie. Sanassi Keita. En compagnie de plusieurs hommes d'affaires guinéens ici au siège du MEDEF, Mouvement des entreprises de France, le président de la République met en exergue ses objectifs pour le développement de la Guinée. En Guinée, nous connaissons nos faiblesses, la bureaucratie, la corruption, la lourdeur, etc., les réformes nécessaires. Je pense que nous avons engagé un ensemble de réformes qui vont assainir le milieu des affaires. D'abord, le guichet unique. Je pense que d'ici fin avril, nous aurons résolu le problème du guichet unique et qui va simplifier les procédures douanières, etc. et le port de Conakry. Et deuxièmement, nous allons engager une réforme foncière parce qu'évidemment, il faut que les entreprises qui viennent soient sûres que lorsqu'ils ont un terrain, quelqu'un ne va pas venir revendiquer. Nous sommes en train de revoir aussi, grâce à la PIP, quelles sont les meilleures façons d'attirer des entreprises françaises. Bien sûr, l'élan que nous avons pris, qui nous a permis d'obtenir des PPTE rapidement avec le Fonds monétaire, a été freiné par l'Ebola. Aujourd'hui, nous avons lancé une politique. Bien sûr, la Guinée est un pays minier, mais nous ne pensons pas appuyer le développement de la Guinée sur des mines. Le développement de la Guinée va être d'abord appuyé sur l'agriculture, l'agro-industrie comme premier point. Deuxième, l'énergie, puisque nous pouvons parler d'énergie à la fois pour la Guinée, mais aussi pour le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie, etc. Les infrastructures routières, mais surtout le chemin de fer et le développement industriel. Voilà, donc, surtout, notre politique, c'est de consommer ce que nous produisons, produire ce que nous consommons, donc importer le moins possible, d'où l'intérêt pour nous de coopérer, la coopération privée entre les petites et moyennes entreprises françaises et les entreprises guinéennes, mais aussi les PPP, partenariats public-privé. Le financement des nombreux projets guinéens en vue de leur réalisation. Voilà l'objectif que se fixe surtout le président de la République. On parle beaucoup de la Chine, c'est que la Chine a un avantage, c'est que les entreprises chinoises sont accompagnées par Exim Bank qui assure le financement. Donc le problème que nous avons avec vous aujourd'hui, c'est comment les projets peuvent être financés. Mais vous savez, moi je n'ai pas une langue de bois, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Je pense que nous avons ici le haut représentant, Sidia, nous avons le ministre d'État chargé des investissements. Ils savent exactement quelles sont les réformes que nous sommes en train d'entreprendre pour lutter contre la bureaucratie. Par exemple, nous acheminons vers la création des agences, ce que nous avons fait par exemple l'assainissement, parce que comme les ministères sont très lourds, nous pensons que la meilleure façon d'évoluer, c'est de créer des agences avec des cadres très compétents et bien payés, ce qui va casser la lourdeur de l'administration, parce qu'il est extrêmement difficile lorsqu'une administration a des très mauvaises habitudes de changer. Deuxièmement, c'est le rajeunissement et la féminisation. Ensuite, le guichet unique, que nous n'avons pas seulement au port, mais pour l'ensemble, qui va faciliter donc, et aussi la nouvelle politique du ministre de l'Industrie, du budget, pardon, qui est d'entrer du secteur informel vers le secteur formel. Et parce qu'en fait, du fait que le secteur informel est très important, ça amène à surcharger la fiscalité des entreprises formelles. Donc, pour diminuer la pression fiscale sur les entreprises formelles, c'est de formaliser de plus en plus
le secteur informel. Donc voilà un ensemble de réformes que nous espérons permettre de diminuer la pression fiscale sur le secteur formel et les encourager davantage. Le guichet unique pour diminuer les tracasseries à la douane et au port. Nous avons aussi un programme d'agrandissement du port à l'Est. Nous avons un financement de près de 700 millions de dollars qui va nous permettre de faire de nouveaux quais, d'approfondir le chenal de Conakry pour passer à 14 mètres, comme on l'a au port conteneur de Bolloré. Le port autonome aussi va passer à 14 mètres. Ensuite, nous aurons la transversale qui va faciliter la circulation. Et aussi, nous sommes en train de délocaliser les ministères et les ambassades à Coloma, parce que Conakry est une île, donc c'est congestionné. Tout le monde va, le matin, tout le monde revient. Et aussi, avec le développement des maisons sociales, nous voulons faire déménager les populations de Conakry, casser Conakry et reconstruire. Nous avons donc travaillé avec une société de Singapour qui nous a fait le plan de Conakry 2040, parce que nous ne voulons pas que la ville se développe de façon anarchique. Le président de la République a en outre rassuré ces hommes d'affaires français de sa volonté de faire en sorte que toutes les conditions d'investissement soient davantage mises en place en Guinée, afin de leur permettre justement de s'investir de plus en faveur du développement des projets en Guinée. Il y a eu également ce colloque sur les enjeux de l'approche continentale. Le président Alpha Condé, président de l'Union africaine, a donné sa lecture de plusieurs sujets d'actualité en Afrique. Comment vont être désormais les relations entre l'Afrique et les autres continents? Quel va être le mode de gestion des problèmes africains? Autant d'informations à tirer de cette rencontre. Sanassi Keita. Toute Afrique, les enjeux d'une approche continentale. C'est le thème fondamental de ce colloque qui se tient ici, à l'Institut du monde arabe de Paris. Plusieurs personnalités prennent part à ces assises. Parmi elles, le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine. C'est un grand plaisir pour moi de m'exprimer sur les missions que mène l'agence, tout particulièrement en Afrique subsaharienne, et les efforts qu'elle déploie pour renforcer et renouveler ses capacités d'intervention, de coller au mieux à nos besoins, pour ne pas dire ajuster les actions qu'elle mène sur notre continent. C'est donc l'occasion pour nous de remercier le directeur de l'AFD, tout ce que l'institution entreprend en Afrique et son souci constant de faire au mieux en matière d'action de développement. Je me réjouis aujourd'hui de constater que l'Agence française de développement, toujours en quête de la meilleure approche susceptible de valoriser et renouveler ses capacités d'intervention en Afrique, en vient désormais à privilégier pour l'avenir une approche continentale pour tirer le meilleur des richesses multiples et variées que recèle notre continent. D'emblée, le panafricaniste que j'ai toujours été ne peut que se réjouir de cette nouvelle orientation, convaincu que c'est là que se trouvent les solutions visant à promouvoir les meilleures politiques de développement. Du reste, mon pays, la Guinée, s'est déjà engagé sur cette voie en accueillant le 3 mars dernier le deuxième conseil d'administration de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, essentiellement consacré à la levée de fonds nécessaires à la réalisation de certains projets. Cette réunion a du reste permis le financement de près d'une vingtaine de projets africains. Dans le sillage de cette initiative, je suis en mesure d'annoncer qu'un centre africain pour l'eau et les énergies renouvelables sera prochainement créé à Conakry. En tant que réservoir des châteaux de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée est stratégiquement bien dotée pour piloter une telle initiative. Ce seul exemple me conduit à penser que cette initiative panafricaine qui sera pilotée par les Africains permettra d'expliquer au mieux et au profit de tout le potentiel énergétique. Mais au-delà de cette mise en commun du potentiel de richesse, je suis convaincu que l'Afrique est en mesure, encouragée par les perspectives que peut offrir l'Union africaine, elle-même relayée par les initiatives portées par la nouvelle approche de l'Agence française de développement, les multiples et divers défis économiques et sociaux. Je me réjouis que mon pays, la Guinée, à travers ma personne et surtout la mission
qui m'a été confiée par les États membres de l'Union africaine puisse servir les nobles causes de notre continent. Les perspectives à venir donnent tout son sens à la nouvelle approche continentale qu'envisage de privilégier désormais l'AFD. Autant dire que cette nouvelle orientation est à saluer et elle ouvre peut-être la voie, il faut en tout cas le souligner, à d'autres changements d'approche qui gagneraient à procéder certaines organisations internationales, comme par exemple les institutions de Bretton Woods. Mesdames, Messieurs, quand nous avons commémoré en 2013 notre jubilé, l'Union africaine a promis un débat interactif entre chefs d'État qui a entamé le processus de formulation des aspirations collectives pour une Afrique différente dans les 50 prochaines années. Les consultations ont ratissé large. En fin de compte, notre vision commune en forme d'agenda pour les années à venir a bel et bien fait l'unanimité. Du haut de cette tribune de l'Institut du monde arabe, le président en exercice de l'Union africaine donne sa vision pour l'Afrique de demain. Contrairement à ce que les organisations comme l'Union européenne ont fait, nous n'avons pas de traité pour consolider ces mêmes aspirations. Ce serait difficile de l'envisager quand nous peinons à financer notre propre organisation internationale ou quand nous nous rendons compte que beaucoup de mécanismes et de processus sont défectueux et ont besoin d'un changement rapide. Voilà la motivation pour augmenter le niveau de nos ambitions. En janvier, j'ai présidé à l'adoption par le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba d'un plan de réforme soumis par le président Kagame du Rwanda, qui s'est appuyé pour le faire sur une équipe d'intellectuels africains de haut niveau. Avec lui, le président Déby du Tchad et le président de la Commission, nous avons la responsabilité de faire avancer ce processus. 2017 est donc une année charnière, une année au cours de laquelle nous allons démontrer que l'Afrique se prépare à des défis colossaux dans un environnement international qui ne nous est toujours pas favorable. Nous voulons accélérer notre industrialisation, mais nous allons le faire quand les autres discutent de robotisation et d'automatisation. Quand les régimes de propriété intellectuelle sont la source première des inégalités, quand les lois du commerce ne permettent plus le protectionnisme cru, quand les sauts technologiques sont à la vitesse supérieure, ou quand l'accès au financement est de plus en plus difficile. Tout cela est vrai, mais cela ne nous empêchera pas d'avancer. Nous avons des avantages qu'il faut mettre en évidence. Mesdames, Messieurs, l'Afrique est en marche, en croissance démographique. Nous avons la plus grande force du travail du monde. La population africaine, 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Cette jeunesse est notre force, évidemment, et peut-être, comme je l'ai dit à mes chers collègues en Afrique du Sud, cela peut être une bombe, mais aussi c'est un avantage, car c'est une jeunesse intellectuelle qui maîtrise les nouvelles technologies. Donc, l'Afrique aujourd'hui, majeure, comme je l'ai dit hier, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main. Nous avons, malgré les diversités, nous avons les mêmes objectifs. L'autosuffisance alimentaire, la transformation de notre agriculture en une agriculture moderne, la maîtrise de l'énergie, de l'éducation, la santé. Et nous nous réjouissons que l'AFD ait compris cette évolution. Vous savez, nous avons adopté l'agenda 2063 qui cumule tout ce qu'avec la BAD que l'Afrique veut faire. Nous espérons très bientôt être non seulement un grand marché, parce qu'en 2050, l'Afrique sera plus peuplée que la Chine, mais aussi une usine du monde. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de cette évolution de l'AFD et nous espérons que les autres institutions financières vont suivre. J'ai dit à Abidjan et je l'ai répété haut et fort ici, l'Afrique est maintenant majeure, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main, l'Afrique est décidée à définir sa propre voie, tant sur le plan économique que sur le plan des institutions démocratiques. Nous ne voulons plus de paternalisme, nous ne voulons plus de leçons. Nous voulons être des partenaires égaux, fiables, crédibles, et nous voulons coopérer avec les autres États en tant qu'État souverain. Nous ne voulons plus que notre destin soit guidé par des ONG qui sont souvent financées par des multinationales pour défendre leurs intérêts. Donc, c'est une nouvelle Afrique qui se réveille. À bon entendeur, salut.
Une nouvelle Afrique avec de nouvelles ambitions pour Prosper Alpha Condé, qui tient surtout à un respect mutuel avec les partenaires au développement. Retour à Conakry, on se dirige vers un recensement national de l'agriculture et de l'élevage. La campagne se prépare et va couvrir les périodes de 2018 à 2021. L'opération est financée par la FAO et l'État à plus de 80 milliards de francs guinéens. Tout semble prêt. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre acteurs du monde rural et experts des données statistiques. Maïmouna Bella Diallo. Cette table ronde réunit utilisateurs des données statistiques et acteurs du monde rural. C'est le point de départ des préparatifs du recensement national de l'agriculture et de l'élevage, un projet qui vise l'amélioration du secteur rural. Nous avons voulu organiser cette table ronde pour partager tous les documents que nous avons préparés dans le cadre de ce TCP, les documents juridiques, les documents administratifs, pour que chacun puisse avoir sa part de réalité là-dedans, sa part de vérité là-dedans. Pourquoi encore? Parce que en matière de production statistique, il ne faut pas produire une information qui puisse être contestée par un utilisateur ou par un producteur. Depuis 2000, le secteur rural n'a pas connu de recensement. L'État guinéen accorde une importance capitale au présent projet dont la phase préparatoire est financée par la FAO. Alors dans le cadre de cette phase préparatoire, il y a un certain nombre d'activités. L'élaboration de toute la documentation du cadre organique qui va régir les organes du recensement national de l'agriculture. Il y a également un renforcement de capacité des cadres nationaux. Ce recensement va nous permettre non seulement de connaître nos capacités dans le secteur rural, mais aussi de connaître notre potentiel. Et c'est un outil qui permettra aussi de planifier nos investissements et d'élaborer des stratégies de politique du secteur. Autant dire que c'est un outil indispensable pour développer le secteur rural. Et lorsqu'on sait l'apport que ce secteur peut avoir dans l'économie, en termes notamment de création d'emplois et de revenus, mais un revenu qui sera disséminé, qui ira directement aux producteurs, ça ressort l'importance de cette opération. Plus de 88 milliards de francs guinéens sont investis par la FAO et l'État à travers le Bureau central du recensement national de l'agriculture et de l'élevage pour le succès de ce projet. Il s'étend sur une période de plus de 3 ans. Et cette concertation entre les membres du comité national et ceux des structures locales de suivi du projet d'interconnexion de l'OMVG. L'OMVG, c'est l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Ces acteurs étudient les moyens d'accélérer la mise en œuvre de ce projet. Nabi Kamara. Cette formation se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'interconnexion de l'OMVG. Elle vise à amener le comité national de suivi et des comités locaux de coordination et de suivi sur le plan environnemental, social et de réinstallation à comprendre les différentes composantes de ce projet prioritaire des pays membres de l'OMVG, mais également l'identification, la caractérisation et les critères d'éligibilité des personnes affectées par le projet. La principale mission de ces structures est d'apporter les facilités administratives, techniques, environnementales et sociales dans la mise en œuvre du projet. Elles superviseront, entre autres, au niveau national et local, dans chacun des pays membres de l'OMVG, la mise en œuvre des activités du plan de gestion environnementale et sociale et du plan de réinstallation du projet énergie, notamment les questions liées à l'indemnisation, à la réinstallation, à la protection de l'environnement et à la santé par le biais des conseils, des orientations et de l'appui technique. Les autorités guinéennes qui attachent du prix à cette formation estiment que les participants serviront d'interface entre elles et les populations affectées par le projet d'interconnexion de l'OMVG. Cette rencontre aujourd'hui pour former ceux qui ont été désignés dans le cadre de ces comités nationaux de suivi et les comités locaux de coordination afin que le travail qui va bientôt démarrer soit un travail bien accompli où il y a la participation de tous et chacun. Une formation similaire est prévue à l'Abbé d'ici la fin de la semaine.
Santé, un mémorandum d'entente a été signé hier entre la Guinée et la Russie. Le document prévoit la formation de plusieurs cadres guinéens et un don d'équipements médicaux. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la relance du système sanitaire guinéen après l'épidémie d'Ebola. Tierno Marouf Ba, Makemed Ozo, Adama Traoré, Elsa. C'est un partenariat scellé entre le département de la santé de la Guinée et le ministère de la Santé de la Fédération de Russie à travers la recherche scientifique. Il vise à renforcer la coopération sanitaire et la recherche en Guinée. Nous avons construit un centre à Kindia. Nous avons effectué un don de 40 000 doses contre la rougeole et nous avons effectué... Et aujourd'hui, nous avons signé un mémorandum d'entente. On peut dire qu'une page est déjà tournée et le pas suivant, c'est la formation des cadres guinéens. Et aussi, je voudrais ajouter que le pas suivant, c'est aussi la transmission de savoirs et de compétences de la part des experts russes et puis la vaccination qui aura lieu. Et après cette vaccination, tous les équipements nécessaires seront laissés ici en Guinée. Cette coopération continue depuis de très longues années. Nous, du côté de Roussala, nous aidons toujours la Guinée à lutter contre les maladies infectieuses. Ce fut d'abord, comme vous le savez, l'épidémie de choléra en Guinée. Après, on a vécu l'épidémie d'Ebola. Aujourd'hui, nous vivons l'épidémie de rougeole. Et notre compagnie, la compagnie Roussala, pendant toutes ces épidémies, la compagnie Roussala a été aux côtés de la Guinée et du gouvernement guinéen pour aider la Guinée à vaincre ces différentes épidémies. Ce protocole d'accord russo-guinéen se veut plus pragmatique. Dans cette dynamique, les deux parties projettent une visite guidée dans le laboratoire moderne en microbiologie construit par la compagnie Russal à Kindia. Nous venons donc de signer ce mémorandum d'entente entre les deux ministères de la République de Guinée et le ministère de la Santé de la Fédération de Russie dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la santé. Pour nous, c'est un grand pas dans le sens de l'accompagnement de ces secteurs en République de Guinée, particulièrement après ce que nous avons subi en Guinée, c'est-à-dire l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Nous sommes vraiment satisfaits des discussions que nous avons eues et nous sommes très contents d'avoir signé ce protocole d'accord, ce mémorandum d'entente aujourd'hui. Ce nouveau partenariat présente plusieurs atouts. Il prévoit entre autres l'octroi des bourses d'études aux étudiants en médecine. L'opportunité est également offerte aux futurs lauréats guinéens de poursuivre leurs études en Russie. En santé toujours, l'actualité c'est cette campagne de vaccination anti-rougeole. Les équipes de la commune de Kaloum changent de stratégie. Au regard de la faible affluence, elles préfèrent faire du porte-à-porte pour atteindre le plus d'enfants. Par contre, dans la commune de Matam, l'engouement est total. Constat, ça Marathonno. Quartier Colombie intervivé, on taille avec les vaccinés. Sekou Souma est l'un des agents mobilisateurs de la commune de Matam. Muni de son mégaphone, Sekou sillonne les rues du quartier Bonfi pour appeler les populations à faire vacciner leurs enfants contre la rougeole. Notre rôle, c'est de sensibiliser les parents afin qu'ils viennent avec leurs enfants pour la vaccination. Grâce aux efforts de ces mobilisateurs sociaux, les 3 sites de vaccination de Bonfi connaissent une grande affluence, ce malgré quelques difficultés. La vaccination se déroule très bien. Ce qu'on a constaté les premiers jours de la vaccination, il y avait un grand nombre d'enfants. Et comme c'était au début du week-end, les enfants ne partaient pas dans les écoles. Donc les parents venaient avec beaucoup d'enfants. La sensibilisation se fait, les mobilisateurs sont là. Et là, on est obligé d'aller chercher les enfants dans les écoles et les ramener pour les faire vacciner. À Tomo, dans la commune de Kaloum, un véhicule muni de haut-parleurs appuie les agents mobilisateurs. Malgré cette stratégie, l'affluence est moins dense. Les équipes de vaccination envisagent d'autres moyens pour atteindre le maximum d'enfants. Du jour au jour, ça a un peu diminué parce que le premier jour, on avait un effectif quand même un peu élevé.
Donc maintenant, on n'a pas tellement assez d'enfants. Les mobilisateurs sont obligés d'aller dans certains sites, informer les parents, juste pour que les enfants bénéficient au moins de la vaccination. Démarrée à Conakry depuis le 7 avril, la campagne de vaccination contre la rougeole va s'étendre jusqu'au 15 de ce mois. Les concernés sont les enfants âgés de 6 mois à 10 ans. Un nouveau programme pour la participation des populations au développement local. Il s'agit du projet d'appui à la gouvernance économique des collectivités à la base. L'initiative est de l'Association des animateurs de l'éducation pour le développement, un projet soutenu par plusieurs structures de la région de Kindia. Aboubakar Junior Camara. L'Association des animateurs de l'éducation pour le développement lance le projet d'appui à la gouvernance des ressources économiques et financières des collectivités locales dans la région de Kindia. Financé par le 10e Fonds européen pour le développement à travers le programme d'appui à la société civile. Ce projet va durer 1 an. Les objectifs du projet, c'est l'amélioration, globalement c'est l'amélioration des conditions de vie des communautés à la base et la participation active de ces communautés dans les actions de développement de la collectivité. Ce projet d'une enveloppe de 330 millions de francs guinéens a pour objectif d'outiller les populations des connaissances sur la gestion des ressources économiques et financières afin de lutter contre la pauvreté. C'est des activités qui sont basées sur des questions de redevabilité, de contrôle citoyen de l'action publique. Donc ça veut dire que ce projet et tant d'autres vont permettre aux organisations de la société civile de pouvoir, si vous voulez, mobiliser les citoyens à s'impliquer davantage dans les actions de développement. Tout ce que nous faisons, nous avons besoin de l'éducation des citoyens. Et le projet touche non seulement les citoyens, mais nous administrateurs même. Donc des deux volets, le projet est vraiment salutaire. La représentation de certains groupes sociaux, comme les femmes et les jeunes au sein des organes de gestion des collectivités locales, sont entre autres résultats attendus au terme du projet. Mardi, c'était avant-hier, les fonctionnaires à la retraite ont perçu le minimum vital. Une pension rehaussée cette année est payée dans la commune de Matam. Les fonds proviennent de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Lancé Koulibaly. C'est parti pour le paiement du minimum vital aux fonctionnaires à la retraite. Ils étaient nombreux ce mardi à la commune de Matam pour recevoir d'une équipe de la Caisse nationale de prévoyance sociale leur pension. L'opération se déroule sous l'œil vigilant d'une mission de cette structure qui travaille en harmonie avec l'administration communale de Matam. Nous exigeons 1. La présence physique des bénéficiaires. 2. Qu'ils se présentent avec leur dernier bulletin de paye et avec leur carte d'identité nationale. Donc c'est en quelque sorte les principes sur lesquels nous travaillons parce qu'il y a des personnes qui sont décédées. Qui ne sont plus bénéficiaires dans les conditions normales. Mais il y a des gens qui continuent à percevoir cette somme. Contrairement aux années précédentes, cette pension a été rehaussée, ce en application du protocole d'accord entre l'intercentrale syndicale, le gouvernement et le patronat. Le décret 133 a institué le minimum vital de retraite en remplacement des faibles pensions. Et à la demande des syndicats et du patronat, le minimum a été réévalué. Les syndicalistes et le patronat ont continué à travailler et finalement leur combat, leur travail gigantesque a abouti à la création du SMIC qui aujourd'hui s'évalue à 440 000 francs guinéens par mois. Satisfait de recevoir ce minimum vital réévalué, les pensionnés saluent les efforts de tous les acteurs. Grâce vraiment à l'effort fourni par le gouvernement et le chef de l'État, ils ont majoré leur pension. Non seulement la majoration de leur pension qui quitte maintenant de 195, oui, 162 500. Après 6 mois, ils sont passés à 440. On les a accordé les SMIC. À l'instar de Matam, l'opération de paiement du minimum vital se déroule sur toute l'étendue du territoire national.
Guinée-Maroc, enfin, la coopération prend des allures culturelles. Les anciens stagiaires et étudiants guinéens viennent d'organiser leur journée culturelle à Casablanca. Cette 36e édition a même permis de couronner la reine de la beauté guinéenne au royaume chérifien, Kerno Ousmane Diallo. Le théâtre Mohamed VI de Casablanca, aux couleurs traditionnelles guinéennes, pour cette 36e édition des journées scientifiques et culturelles des anciens stagiaires et étudiants guinéens au Maroc. À l'intérieur, plus de 500 personnes venues assister à ce plus grand rendez-vous annuel de la communauté au royaume chérifien. Un rendez-vous qui met en valeur le potentiel culturel et artistique de la Guinée. Sur scène, les étudiants renouent avec leur pays d'origine par le biais de pas de danse au rythme de la musique guinéenne. Notre culture a été encore valorisée ce soir. On sait que la culture est un point focal pour l'évolution de ce monde. Donc chaque fois que nous pouvons le rappeler, on le fait avec des efforts et on consentit pour toujours. Faire cette activité, c'est une manière de nous rappeler notre source, c'est une manière de ne pas perdre aussi d'où nous venons, parce que comme on le dit, si tu sais d'où tu viens, tu sauras où aller. Donc c'est comme ça, c'est dans ce sens que nous avons initié, c'est la 36e fois. Donc 36 ans après, nous sommes en train de maintenir ce patrimoine qui a été légué par nos aînés de là à Séguima en Guinée. La culture guinéenne s'exprime aussi par une beauté féminine. 8 candidates ont défilé dans le but de décrocher le titre d'ambassadrice de la beauté guinéenne au Maroc. Et c'est enfin Kourouma Aminata Djoura qui est élue Miss Guinée au royaume chérifien. Cette étudiante en Master 1 à l'École supérieure des sciences économiques et de management de Casablanca a à ses côtés Mariam Morgan Yansane et Fantagbe Doumbouya, respectivement première et deuxième dauphine, pour mener à bien un projet qui lui tient à cœur. Aujourd'hui, je suis très heureuse et je suis fière de moi d'avoir réalisé l'un de mes rêves les plus chers. Et mon projet est de venir en aide aux orphelins sur le domaine de la scolarisation et de l'assistance scolaire. Une fête de la culture guinéenne aussi appréciée par le public marocain, tout aussi émerveillé par les prestations, dont celle du lauréat du concours Prix Découverte RFI 2016. Soudanks, invité à cet événement pour contribuer à sa réussite avec ses tubes. De cette édition d'information, vous êtes très nombreux à nous suivre depuis Kouroussa et partout ailleurs dans le monde. Merci de rester fiers de votre télévision nationale. Bonsoir.